Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est Mullier. Voilà le problème. Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Il faut frapper, frapper et frapper encore la finance. Hypocrite! Monsieur Mélenchon a fait un prêt, je crois, de 8 millions d'euros pour financer sa campagne électorale. Il faut sortir de l'Europe, monsieur Mélenchon. Pardon? Il faut sortir de l'Europe. Il faut donc... Mais non, madame, il y a un... Enfin, c'est incroyable. Alors. Mais monsieur Asselineau, mais j'en conviens, j'ai une divergence avec vous. Moi, je crois à la puissance de la France. Et je crois que... Mais moi aussi, je crois à la puissance de la France. Donc, je dis, il faut sortir des traités européens. Pour y et pas rentrer. seulement d'eux. Attention, les amis, pardon. Il faut que cette soirée aussi serve aux gens à bien comprendre ce qui va se passer. Nous allons avoir des traités internationaux qui vont encore aggraver le cadre, le CETA et le TAFTA. Donc, monsieur Asselineau, je vous donne acte du fait que nous avons une divergence. La monnaie n'est pas pour moi un fétiche. Si nous sortons des traités, alors nous pourrons changer les prochains traités. Mais nous ne pourrons pas le faire si nous n'avons pas un plan B, si tout le monde ne sait pas que si l'on nous résiste, la France s'en ira. Et si on le fait, alors le débat est possible. Hypocrite! Je rappelle que sur 11 candidats à la présidence, il y en a en fait 5, ce qui est quand même considérable dans la vie politique française. Il y en a 5 qui, d'une manière ou d'une autre, veulent de manière différente, voilà. Mais en réalité... François Asselineau dit qu'il est le seul à le proposer de cette façon. Voilà. Puisque les autres veulent renégocier d'abord les traités, alors que lui sort directement d'activement. Exactement. Donc il y a 5, et lui, il se distingue sur la méthode. Et après, il se distingue, à mon avis, aussi sur la précision, notamment les fameuses conséquences économiques que vous venez de parler à l'instant. Sur la méthode, les autres se trompent quand ils croient qu'ils vont pouvoir négocier quoi que ce soit. Il faut l'exemple du Brexit est intéressant à cet égard. Il ne s'agit pas de négocier un nouveau traité comme le proposent les 4 autres candidats, parce que ça, ce n'est pas possible. Madame May a essayé de faire ça. Elle dit non, d'abord tu dis que tu sors, et après on négocie tes conditions de sortie. C'est tout à fait différent. Et lui, il est sur cette ligne, parce qu'on voit visiblement que c'est un juriste. Il connaît vraiment bien l'ensemble des articles et il sait très bien quel est cet article 50. Donc il a dit, moi, d'entrée de jeu, je dépose ma volonté de sortir, je dépose l'article 50. Et en ce sens, il est vraiment dans le respect des traités internationaux, notamment les traités européens. François Asselineau, c'est votre vision de l'Europe? Quelle est la vôtre? Alors moi, ce que je constate, c'est qu'autour de cette table, finalement, sur les 11 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 10 qui approuvent le principe de la construction européenne et qui proposent tous une autre Europe, renégocier l'Europe, sortir de l'Europe pour y rentrer. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol, n'est-ce pas? On s'en débarrasse jamais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, ça me fait penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Pourquoi? Parce que pour renégocier les traités européens, il faut l'unanimité des 27 autres, bientôt 26 lorsque le Royaume-Uni sera sorti, parce que le grand peuple britannique a compris qu'il fallait s'en aller. Il faut donc l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir des négociations. Et donc rouvrir des négociations qui se sont sédimentées depuis 60 ans et on va leur demander, écoutez, soyez gentils, vous allez accepter de s'aborder vos intérêts nationaux pour nous en donner plus à nous les Français. Évidemment, non. Évidemment, les autres gouvernements diront non, en particulier sur la directive des travailleurs détachés et sur tout le reste. Et puis ça n'est pas tout. C'est qu'à supposer même que l'on ait obtenu les 27 accords unanimes des autres gouvernements, il faut ensuite les 27 autres peuples, c'est-à-dire les 27 autres parlements ou référendums, puisque référendum obligatoire il y a en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faudrait obtenir, avec les Français aussi d'ailleurs, il faudrait obtenir 2 fois 28, c'est-à-dire 56 accords unanimes pour changer les traités. Ça n'arrivera jamais. Alors quelque chose qui n'arrive jamais, eh bien il y a 2 choses à faire. Soit on continue à enfumer les Français en leur disant, ça fait quand même des décennies que ça dure, à chaque élection, on leur promet une autre Europe, soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Vous avez une vision finalement plus gaulliste que d'autres. Alors, dans la tradition diplomatique française, oui, je suis plus proche de la vision du général de Gaulle et de François Mitterrand
que de celles de M. Sarkozy et Hollande, qui, eux, se sentent plus naturellement liés aux États-Unis d'Amérique. Moi, je suis un indépendantiste français. Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai, pour battre Sarkozy. Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Ne demandez rien en échange, seulement l'acte de votre conscience. Pourquoi? La bataille que nous menons n'est pas une bataille personnelle, ni même une bataille dans un seul pays. Il s'agit de retourner la table, de renverser la tendance qui, en Europe, maintient tous les peuples sous le joug de l'axe Sarkozy-Merkel. Il faut le briser en France. Voilà ce que nous allons faire. Et parce que nous allons le faire, alors, il sera clair, net et sans bavure que c'est nous qui faisons les décisions dorénavant, à gauche et dans le pays. Hypocrite! Vous souhaitez une sortie de la France de l'OTAN. Certains de vos adversaires vous répondent « Mais monsieur Mélenchon, nous ne pouvons pas être seuls face justement à la puissance des États-Unis, à la puissance de la Russie, à la puissance de la Chine. La France est plus forte peut-être dans le commandement de l'OTAN. » Je ne le crois pas. Au demeurant, une telle situation s'est déjà présentée dans le passé. Et le général de Gaulle n'a pas fait ce choix. Il a fait le choix de l'indépendance, dont je me réclame. Hypocrite! L'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Et tant qu'on restera dans ces deux structures qui sont l'Union européenne et l'OTAN, nous allons être entraînés, comme on le voit maintenant, vers des conflits de plus en plus meurtriers et un risque de troisième guerre mondiale. L'Europe, c'est la guerre. Les Américains ont décidé de frapper un certain nombre d'installations en Syrie. Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international, dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et écrasement par ce régime de son propre peuple. Je me permets quand même de signaler que sur cette affaire, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On en est rendu à prendre les informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Mais enfin, on n'est quand même pas des poussins de la veille. Rappelez-vous comment la guerre en Irak a été déclenchée. Paraît-il que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On se rappelle comment le secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, avait agité une fiole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant la preuve que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Mais là, quelques mois après, on a appris que c'était faux. Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le massacre de la Ghouta. Je crois que c'était le 26 août 2013. Aussitôt, il y a eu un bombardement chimique. Aussitôt, ça avait été le régime de Bachar el-Assad qui avait été accusé. Maintenant, quand vous examinez 3 ans après ce qui s'est passé, ou 4 ans après, le mystère reste entier, mais il y a quand même eu un rapport du très prestigieux Massachusetts Institute of Technology, c'est-à-dire un des endroits les plus célèbres des États-Unis d'Amérique en matière de fiabilité des analyses, qui dit non, en fait, c'était pas Bachar el-Assad, c'était en fait les rebelles. Donc moi, là, je suis sidéré que l'on puisse, 24 heures après des événements, ou 48 heures, dire d'un seul coup, ben voilà, en fait, on recommence les scénarios antérieurs. Monsieur Trump n'a pas le droit, en termes internationaux, de faire ce qu'il a fait, et la France n'a pas le droit de suivre ça. Il y a un droit, il y a une charte à l'Organisation des Nations Unies. Le président de la République, en vertu de l'article 5 de la Constitution, premièrement, doit veiller au respect de la Constitution. C'est ce que je fais justement en rappelant sans cesse les articles. Deuxièmement, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Moi, j'aimerais savoir comment les autres candidats affirment être le garant de l'indépendance nationale. Quand je vois, par exemple, que M. Mélenchon, la réaction de M. Mélenchon sur cette affaire syrienne, elle est comme d'habitude, elle est chèvre-chou. C'est un oxymore. En fait, M. Mélenchon, s'il était élu, serait le Tsipras français. La diplomatique passe encore aujourd'hui, à vos yeux, par Bachar el-Assad? Non, elle ne passe pas par lui. Elle passe par le fait qu'il y ait un dialogue dans lequel soient présentes toutes les parties liées au conflit et qu'il y ait des élections. Moi, je ne crois pas, mais je donne un avis purement personnel, je ne suis pas syrien et je ne voterai pas aux élections en Syrie. Mais si je devais voter aux élections en Syrie, je doute que je vote pour M. Bachar el-Assad. Je suis venue
Sabili, journaliste indépendante, qui a passé 3 mois en Syrie en 2016, en particulier en Alep. J'étais à Alep pour sa libération, une libération de l'occupation terroriste financée par l'OTAN. La Syrie n'est pas une guerre civile. Les réfugiés ne fuient pas le président Assad. Au contraire, plus que 80% du peuple syrien en Syrie prend refuge dans les zones sous protection de l'État syrien. La diplomatie passe encore aujourd'hui, à vos yeux, par Bachar el-Assad? Non. Elle ne passe pas par les affirmations qui avaient eu lieu en 2013 ont été ensuite démenties et que actuellement le mystère reste entier, mais que les meilleurs spécialistes doutent de plus en plus que ce fut le régime de Bachar el-Assad qui avait procédé à ça. Je rappelle aussi quelque chose, c'est qu'il y a quand même l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui est une filiale de l'ONU, qui a vérifié que le régime syrien avait détruit toutes ses armes chimiques quand même. Donc, comment dirais-je, l'analyse faite par la Russie selon laquelle ce bombardement par mégarde aurait frappé un hangar détenant où il y aurait eu des armes chimiques détenues par les rebelles justement de Daesh ou d'Al-Nosra, c'est une information qu'il faut quand même prendre en considération. Vous faites confiance au régime syrien? Non, je ne fais pas. Écoutez, c'est pas moi qui fais confiance. Ça a été validé par l'ensemble des experts de l'ONU. Donc ça a été validé. Par ailleurs, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est qu'il n'y a pas que la Russie qui proteste. C'est que depuis, sur ces affaires syriennes, c'est d'arriver 6 fois au Conseil de sécurité, la Chine a également opposé son veto, comme la Russie, à l'ensemble des opérations. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on veut faire croire aux Français, la grande majorité des États du monde, en réalité, continuent à reconnaître Bachar el-Assad comme étant le président des Syriens. C'est ça la réalité. Il faut tenir compte du droit international. La diplomatie passe encore aujourd'hui, à vos yeux, par Bachar el-Assad? Non. Elle ne passe pas par lui. Il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. J'ai recueilli des témoignages vidéo des civils syriens émergeant de 5 ans de prison, payés par nos régimes au service des États-Unis et de l'OTAN. Nous vivons actuellement dans un monde gouverné par des mensonges diffusés par nos médias compromis de l'État, par nos ONG qui travaillent toutes pour promouvoir l'agenda de l'OTAN dirigé par les États-Unis, que ce soit au Yémen, en Libye, en Irak, en Palestine ou en Syrie. On nous ment. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, il ne faut pas faire un dessin. D'ailleurs, il y a aussi autre chose que je voudrais dire. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la Syrie et qu'on ne parle jamais de ce qui se passe au Yémen ou de ce qui se passe au Congo, où il y a des centaines, des milliers de morts tous les jours qui y sont là, et jamais personne n'en parle dans les grands médias occidentaux? Ça veut donc dire qu'il y a des intérêts puissants derrière l'affaire syrienne, et que ces mêmes intérêts n'ont pas intérêt à ce que l'on parle de ce qui se passe à l'est du Congo ou au Yémen. La diplomatie passe encore aujourd'hui, à vos yeux, par Bachar el-Assad? Non, elle ne passe pas par lui. L'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. La diplomatie passe encore aujourd'hui, à vos yeux, par Bachar el-Assad? Non, elle ne passe pas par lui. Hypocrite!